avant tout, merci infiniment pour cette invitation et surtout pour ce sujet qui est passionnant, et je remercie les deux intervenants précédents parce que finalement, je pense que nous avons à peu près la même vision, et en tout cas, nous avons identifié les mêmes enjeux, donc je suis plutôt rassurée. Alors, ce que je voudrais essayer de présenter aujourd'hui, c'est effectivement des initiatives qui n'ont rien à voir ni avec le pouvoir, on va dire, qui peut exister au sein des organisations intergouvernementales telles que l'OMS, ou même des recommandations telles que celles qui ont pu nous être présentées en Afrique. Ce sont des institutions qui s'intéressent avant tout à l'éthique, c'est-à-dire que leur rôle, c'est réellement de promouvoir l'éthique et donc de procéder plutôt sous l'angle de la déclaration. Donc rien d'obligatoire dans tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des propositions qui sont faites pour améliorer les choses, ou en tout cas pour qu'un certain consensus soit adopté. Et donc, j'avais envie de vous faire cette présentation par le haut et par le bas, c'est-à-dire les positions éthiques qui viennent on va dire, d'institutions et de comités qui sont institués de longue date, et puis aussi des initiatives qui ont finalement peut-être pris leur essor, ou en tout cas qui ont montré plus de visibilité qu'elles n'en avaient jusqu'à aujourd'hui, qui viennent plus des professionnels, donc des pratiques qui viennent par le bas. Alors, on l'a dit, on était quand même dans une situation unique. Alors, je rappelle que je suis juriste, donc il y a aussi cette idée de l'arbitrage entre la souveraineté nationale, et comme l'a très bien expliqué M. Houssin, eh bien, chaque État a fait comme il l'a voulu ou comment il l'a vu dans son pays, et puis on a fait référence au droit international quand on pensait que c'était intéressant, ou quand surtout on ne pouvait plus faire autrement. Et donc, quand on regarde un petit peu ce qui s'est dit tant à l'intérieur des États qu'au niveau international, on était vraiment sur la problématique de qu'est-ce qu'on peut faire quand on agit au niveau de l'éthique, quand on est face à une pandémie qui est mondiale. Je pense que c'était quand même une des premières fois où la question s'est posée pour ces comités qui ont eu certes à traiter de questions autour, on l'a rappelé, du sida, d'Ebola, d'autres pandémies, mais qui étaient quand même, somme toute, régionales. Et je crois que là, ça a été le véritable enjeu que ces différents comités auxquels ces comités ont dû faire face. Et en fait, ce qu'il y avait de commun, c'est que la première question et la première tension qu'il fallait résoudre, et je dirais que c'est celle qui est centrale en fait et dont découlent toutes les autres, c'est la tension entre la protection des droits individuels et la protection des droits fondamentaux, mais également la protection de la santé publique. Alors ça ne va pas toujours complètement dans le même sens, et là d'ailleurs on a bien vu que ça n'allait pas forcément toujours dans le même sens, et donc avec des actions qui se sont échelonnées dans le temps et qui se sont échelonnées d'abord à l'échelle étatique et puis de manière, on va dire, plus et concomitante et un peu après des initiatives internationales. Et l'idée, c'était comment on peut arriver à légitimer une atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles au nom justement de la santé publique. Et ça, c'était la tension la plus forte qui a conduit toute l'action des différents comités que je vais vous présenter. Alors, on était quand même dans une situation encore plus exceptionnelle, puisqu'on a limiter plusieurs libertés en même temps, ce qui là non plus, à mon avis, jamais été le cas. On a limité la liberté d'aller et venir, on a limité le libre exercice professionnel, et on a aussi été dans l'obligation de réorganiser l'accès aux soins. Et donc, tout ça en même temps, encore une fois, c'est ça qui était inédit. Et comme l'a rappelé Frédéric tout à l'heure, en tout cas dans certains États, en tout cas le nôtre, ça s'est passé, cette limitation assez conséquente de nos libertés fondamentales, eh bien, c'est passé par une loi, donc par un cadre juridique spécifique, qui était la loi sur l'état d'urgence sanitaire, qui est donc un cadre vraiment mobilisé pour la première fois et qui a en fait conduit toute l'action, et qui conduit encore d'ailleurs toute l'action du gouvernement pour légitimer encore une fois ces activités de privation de liberté. Alors, l'éthique, elle a été quand même, à mon sens, utilisée comme boussole
pour les législateurs qui alors n'ont pas l'obligation, encore une fois, de traduire les avis éthiques dans leur politique publique, mais qui s'en sont quand même beaucoup inspirés, ou en tout cas qui ont été très à l'écoute de ce qui a été produit par les comités d'éthique. On a pu observer également que on a appris en même temps qu'on a marché, hein, clairement, c'est-à-dire que les thématiques ont clairement évolué au fil du temps en fonction des avancées scientifiques, en fonction des avancées technologiques. Alors, on a eu une première vague de questions autour des essais cliniques, ensuite on a eu des questions autour des outils, notamment de contact tracing, tous les outils, applications mobiles, etc. Ensuite, on a eu une grande question autour de la protection des données, on y reviendra. Et puis aujourd'hui, on est bien sûr sur la question des vaccins. Donc on voit bien que, encore une fois, c'est vraiment la question que c'était très inédit en fait, c'est qu'on a mobilisé des principes qu'on connaissait par ailleurs dans d'autres domaines. Alors, je ne sais pas si vous entendez pour ce qui me concerne. Voilà, ça revient. Qui sonnent en même temps. Voilà, désolée. Donc en fait, il sera vraiment nécessaire dans le futur d'étudier justement l'impact de l'ensemble de ces avis sur les prises de décision politiques. Et je n'ai pas encore une fois de doute qu'elles auront été d'une grande influence sur les politiques publiques. Alors donc je le disais, on a une régulation qui s'est faite par le haut, à travers un certain nombre d'initiatives internationales et européennes qui vous ont d'ailleurs été présentées, et puis ensuite des régulations qui se sont réalisées par le bas, notamment par l'implication d'un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, pour proposer des solutions concrètes, parce que on va le voir, les avis des différentes structures que j'ai proposé de présenter aujourd'hui sont des avis qui n'ont... Alors, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas révolutionnaires, parce que ce ne serait pas très gentil de ma part, mais en tout cas, ce sont des avis somme toute assez classiques. En revanche, il fallait aussi, à un moment donné, prendre le problème à bras-le-corps et trouver un certain nombre de solutions. Et d'ailleurs, les organisations internationales ont aussi proposé des boîtes à outils, on va le voir. Et quelque part, ça aussi, c'est assez nouveau et c'est plutôt positif, hein, à mon sens. Alors, en fait, les deux grandes questions qui vont traverser l'ensemble de ces avis que je vais vous présenter juste après, c'est vraiment la question de la protection des droits fondamentaux à travers plusieurs notions, hein, qui reviennent très régulièrement dans ces avis, la question de la démocratie, le fait que les décisions soient prises de manière démocratique, y compris celles qui doivent nous priver de liberté, la question de la solidarité ou encore celle de la protection des minorités ou des plus vulnérables. Et puis une deuxième entrée très forte autour du respect de la vie privée et de la protection des données, notamment de la protection des données personnelles et des données personnelles de santé, qui a aussi beaucoup occupé d'espace au niveau des avis qui ont été rendus. Et donc je voulais juste vous signaler que ce que je vais vous présenter aujourd'hui est tiré d'une initiative qu'on a réalisée dans notre équipe, donc à Toulouse, où on a démarré dès début avril en fait une veille éthique, réglementaire et institutionnelle qui est régulièrement mise à jour depuis et dans laquelle nous avons recensé en temps réel, enfin nous avons essayé du moins de recenser en temps réel toutes les propositions institutionnelles. Donc on a une définition d'institution très large, donc soit de la réglementation, de la législation, mais aussi des avis de comité d'éthique, des avis de comité technique, etc., autour de la Covid. Et donc c'est un matériel, je pense, assez intéressant et qui permet aussi d'avoir toutes les ressources au même endroit. Et justement, donc cette veille participe aussi à la même initiative qui a été réalisée au niveau du Conseil de l'Europe, de manière plus large pour les pays membres du Conseil de l'Europe. Alors, en ce qui concerne les avis, alors je ne vais pas vous faire une présentation trop linéaire et trop exhaustive. Alors c'est très exhaustif sur les diapos, mais je vais aller beaucoup plus vite que ce qui est écrit là. Donc le premier groupe qui s'est intéressé à la question du Covid, de la Covid, pardon, alors pas de manière chronologique, hein, parce qu'au niveau chronologique, c'est l'UNESCO qui a pris position le plus tôt. Mais en tout cas, le groupe européen d'éthique, donc, qui est une institution qui est
rattaché, ou en tout cas qui a été créé à côté de la Commission européenne et qui vise surtout à donner des avis sur les sciences et la technologie dans toutes ses applications, pas uniquement dans le domaine de la santé, et dont le mandat, la mission est d'accompagner justement les politiques européennes à donc proposer cet avis sur la solidarité et la protection des droits fondamentaux. Et ça a été vraiment ce qui a fait la particularité de cet avis au regard des autres qui sont peut-être plus généraux, c'est qu'ils ont vraiment axé leur réflexion autour de la question de la solidarité et notamment de la solidarité avec les plus vulnérables. C'est le seul avis d'ailleurs dans lequel on trouve des indications ou des préconisations, on va dire, particulières, notamment vis-à-vis des personnes qui sont victimes ou qui auraient pu être victimes de violences et dont les violences auraient pu être majorées à l'occasion des périodes de confinement, par exemple. Et donc, vraiment, ça a été le cœur de cet avis, en plus, bien évidemment, de ce qu'on va retrouver par la suite, la question de la démocratie et le fait que les décisions doivent être prises de manière transparente vis-à-vis de la population et selon un processus démocratique. Le fait qu'il fallait également soutenir la recherche et que cette recherche devait se limiter à ce qui était nécessaire, parce qu'on comprenait bien que faire des recherches médicales ou biomédicales dans un contexte d'urgence sanitaire, ça pouvait donner la tentation de faire les choses un peu rapidement, de faire les choses en limitant peut-être les ambitions éthiques. Et bon, en France, on a eu beaucoup de débats autour de cette question, donc on pourra peut-être y revenir. Et donc, clairement, dans cet avis, on a mis aussi l'accent sur le respect des valeurs fondamentales de l'éthique, quelles que soient les conditions dans lesquelles les essais cliniques sont réalisés. Et puis, on avait déjà, donc vous voyez, en avril 2020, des pistes qui étaient proposées pour la sortie de crise. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au niveau du groupe européen d'éthique, et il n'y a eu qu'un seul avis pour l'instant. Au niveau du Conseil de l'Europe, en fait, on a eu deux séries d'avis. Une première série d'avis qui était vraiment autour de la question de la protection de la vie privée, avec des déclarations, des prises de position, je cherchais le mot, excusez-moi, conjointes, notamment par ceux qui sont en charge de piloter la révision de la Convention 108, qui est la convention qui vise à protéger les données personnelles au niveau du Conseil de l'Europe, et puis également le commissaire à la protection des données. Donc là aussi, c'est à peu près la même temporalité, vous le voyez, en avril 2020, avec vraiment, excusez-moi, il y a une coquille, avec vraiment aussi la volonté de bien mettre en évidence la question de la protection des données et la question aussi de l'usage qui pourrait être fait dans un contexte de crise sanitaire, de recueil de données massives autour du qu'on appellerait communément le big data, et l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre de ces données ou de l'interprétation de ces données, et également toute la problématique autour des applications, notamment les applications mobiles. Ici, la particularité de cette déclaration, c'est vraiment de faire un focus sur les usages ou les potentiels mésusages qui pourraient être réalisés à partir de ces recueils de données massifs sur le domaine de l'emploi, et puis aussi toute la problématique de l'usage des nouvelles technologies, de la visio, etc., dans le contexte de l'enseignement et de l'éducation. Et puis encore une déclaration, bien sûr, ou en tout cas des principes autour des applications, notamment de contact tracing, donc toutes ces applications qui permettaient de repérer les cas contacts et ensuite de les orienter vers le système de santé ou une prise en charge médicale. Zut, je me suis trompée. Au niveau du secrétariat général du Conseil de l'Europe, je disais donc voilà un exemple de réalisation concrète, puisqu'ils ont proposé une boîte à outils pour aider les États membres afin de garantir que les mesures qu'ils allaient prendre pendant la crise restaient proportionnées à la masse, donc avec toujours ce souci, on va dire, de l'équilibre entre les décisions qui sont prises et qui sont requises au titre de la santé publique et l'éventuelle atteinte qui pourrait être portée aux droits fondamentaux. Et puis enfin, donc, au niveau plutôt de la division de bioéthique du Conseil de l'Europe, une déclaration également en avril 2020, vous voyez, tout s'est passé en avril pratiquement, sur le fait que les droits de l'homme doivent guider les décisions en matière de santé. Donc c'est une affirmation qui est très forte, dont il ne faut pas négliger la portée, encore une fois,
avec un certain nombre, on va dire, de préconisations, et je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, au niveau international, l'action de l'UNESCO, alors je rappelle ici que quand même l'UNESCO a une action en matière de bioéthique qui est historique, hein, c'est-à-dire qu'au niveau des organisations internationales et intergouvernementales, c'est quand même celle qui a été très active. Alors, je mets bien sûr le Conseil de l'Europe à part, hein, là je parle des organisations internationales. Et donc, il y a eu, dès le mois de mars, là, hein, comme je le disais tout à l'heure, une déclaration, et c'est celle à laquelle faisait référence, j'imagine, Frédéric, qui était relative à une approche mondiale des considérations éthiques. Donc, c'est une déclaration, encore une fois, extrêmement généraliste, avec quand même, encore une fois, le rappel d'un certain nombre de principes fondamentaux qui doivent guider l'action, que sont d'une part, vous le voyez bien sûr, l'approche interdisciplinaire, la robustesse aussi des données scientifiques sur lesquelles les politiques doivent s'appuyer, la question de l'allocation des ressources, l'attention particulière, et ça c'est un fil rouge, on va dire, hein, dans l'action de l'UNESCO, donc une attention particulière aux personnes vulnérables. Et puis également donc, tout un tas d'autres grands principes, y compris relatifs à la communication. Et là aussi, je pense que c'était important qu'il soit rappelé que la façon de communiquer vers le grand public soit faite de manière respectueuse et surtout ne conduise pas en fait à alimenter ce qu'on appelle communément les fake news. Et puis, vous le voyez aussi, tout un tas de considérations autour de la recherche et des impératifs, encore une fois, éthiques qui doivent être respectés dans le domaine de la recherche. Alors, il y a eu un autre document qui a été produit par l'UNESCO, qui est en fait un document régional, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc, qui a été préparé par les commissions d'Amérique latine et des Caraïbes, du grand réseau national des comités de bioéthique qui est animé par l'UNESCO. Et vous le voyez, donc là aussi, c'était plus sur les aspects de recherche autour de la maladie. Comme l'a aussi évoqué Frédéric tout à l'heure, donc là ici, je faisais référence à l'UNESCO ici sur cette diapositive concernant donc cette nouvelle initiative des vaccins et le souhait en fait que ces vaccins soient reconnus comme bien public mondial, avec l'établissement d'un certain nombre de critères qui devraient permettre à terme qu'il y ait un accès et une distribution équitable de ces vaccins dans l'ensemble des pays qui en auront besoin. Et le rappel aussi que les stratégies de vaccination ne devraient pas se baser sur un modèle punitif ou un modèle obligatoire, qu'il faudrait que ça soit exactement l'inverse. Donc nous allons observer ce qui va se passer maintenant peut-être et surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau des différents États. Alors ça, c'était vraiment ce qui s'est passé par le haut, encore une fois, et puis ensuite, par le bas, je voulais alors faire référence à cette initiative de la Research Data Alliance, la RDA, qui est donc une association très connue dans le monde en fait de l'open data et du partage des données, mais qui reste quand même dans son champ, on va dire, du partage de la donnée scientifique, et qui là a connu un véritable essor, puisqu'il y a je ne sais pas combien en fait de personnes qui ont décidé de contribuer aux initiatives qui ont été lancées par cette association, donc, qui est composée de chercheurs et de personnes intéressées. Alors ça peut être des personnes intéressées de toute nature, hein, vraiment c'est très large, et donc qui travaillent autour de toutes ces questions de l'ouverture des données, du consensus, de l'absence de profit, et qui cherchent aussi donc à valoriser en fait le partage des données dans le respect de ces grands principes. Et donc ils ont constitué une initiative autour de la Covid, et qui s'est concrétisée, encore une fois, je vous le disais, par un nombre absolument astronomique de personnes qui se sont déclarées personnes intéressées, parties prenantes, et qui ont contribué de manière extrêmement active dans différents groupes de travail. Et donc, l'objectif de ces groupes de travail était de délivrer un certain nombre de lignes directrices autour de 4 grands axes. Donc, la clinique, donc c'était autour des données, hein, vous l'avez compris, je ne l'ai pas précisé. Donc,
les données utilisées dans le contexte clinique, toutes les données dites omiques, protéomiques, génomiques, etc., toutes les données d'épidémiologie et également tous les aspects de sciences humaines et sociales et notamment de droit. Et ça, c'était donc les 4 grands axes qui ont fait l'objet de lignes directrices et auxquels étaient adossés 4 axes transversaux sur le partage des données, ce qu'on appelle les données dites indigènes, donc les données particulièrement de groupes particulièrement protégés, et la question de leur souveraineté. Un groupe autour des enjeux éthiques et juridiques qui va publier très prochainement dans le European Journal of Human Genetics. C'est une partie de ces résultats. Et puis aussi la collaboration technique, vous le voyez, autour du partage des softwares et des outils techniques. Alors, pour conclure, je ne sais pas du tout où j'en suis du temps, mais j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Clairement, en fait, ce qui est marquant dans l'ensemble de ces initiatives, c'est le changement d'échelle. Encore une fois, je pense que c'était la première fois que ces comités ont eu à réagir à une situation de crise planétaire. Et je pense qu'ils ont bien rempli leur rôle, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Voilà, donc on n'est pas dans une critique du tout. Alors la seule peut-être limite à l'exercice, c'était de ne pas être redondants les uns avec les autres, mais en aucun cas, en fait, on ne peut pas reprocher que l'ensemble de ces comités, bien qu'il y ait effectivement un certain nombre de redondances, aient pris des positions. On leur aurait reproché de ne pas le faire. Donc on peut saluer leur prise de position et dans un temps record, quand on sait combien de temps prend un avis au sein de ces comités, eh bien je peux vous dire que c'est un temps record. Donc on peut aussi saluer la forte mobilisation et la réactivité de ces différents comités, de ces différentes structures. Elles ont tout en commun d'avoir véritablement pris la démocratie comme socle, afin de permettre de respecter cet équilibre entre l'impératif de santé publique et la privation des droits. Ce qui les rassemble également, c'est l'attention particulière aux plus vulnérables. Et alors là, on avait des positions un peu variables sur qui sont les personnes les plus vulnérables. Eh bien, il y en a certains qui ont vraiment regardé à l'intérieur des pays en disant que les plus vulnérables se situent à l'intérieur des pays, comme je vous le disais à l'heure, ceux qui sont potentiellement victimes de violences, ceux qui pourraient potentiellement être discriminés au niveau de l'emploi, etc. Et d'autres ont plutôt regardé à l'extérieur concernant cette protection des plus vulnérables, en élargissant finalement le spectre de la vulnérabilité. Et puis, je crois que quand même cette pandémie nous a et les a interrogés plus globalement en fait sur la place des technologies et de la science dans la société. Les liens entre science et société ont de nouveau été un peu mis à mal. La confiance dans la science, la confiance dans les scientifiques, la confiance dans les stratégies, la confiance dans les comités scientifiques, tout ça finalement pas à prendre complètement à la légère. Et puis je suis contente parce que je finis avec une des remarques de M. Houssin tout à l'heure qui est quelle leçon on va pouvoir tirer de tout ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel de cette présentation très systématique et de ce travail qui a été fait en temps réel, me semble-t-il. Alors peut-être qu'avant de faire des remarques ou poser des questions, j'aurais une petite question personnellement sur les données indigènes. Ça a été présenté assez rapidement. Est-ce que ça pourrait être réexpliqué à destination de... Oui. Alors c'était en fait une des recommandations, on va dire, de ce document, qui était de dire il y a certaines populations qui alors, je ne sais pas si Ségolène Aimé est encore là, alors j'espère qu'elle ne va pas me gronder. Il y a certaines populations qui disposent d'un certain nombre de caractéristiques, et notamment de caractéristiques génétiques, de par leur homogénéité, on va dire, en termes de caractéristiques, encore une fois. Et puis, il y avait aussi cette idée, donc il y avait cette première idée-là, donc ces données, elles doivent être particulièrement protégées. Et cette notion de données indigènes, c'est une notion qu'on a vue dans ce document, mais qu'on a également vue émerger dans d'autres documents qui sont actuellement en cours d'élaboration autour de la protection des données, et notamment au niveau de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Et
ça voulait dire qu'il fallait particulièrement les protéger. Et puis, le deuxième aspect en fait de ces données indigènes, donc c'est des données qui représentent des groupes en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. La deuxième question, c'est quelle est leur souveraineté sur ces données-là? C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que d'autres peuvent les utiliser? Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser n'importe comment? Et elles doivent être particulièrement protégées. Et encore une fois, je pense que vraiment ça reflète les discussions qu'on a actuellement au niveau de l'ONU sur la protection des données de santé, donc puisqu'il y a un instrument qui est actuellement en cours d'élaboration et qui était ouvert à commentaires et qui dédie, je ne sais pas, un chapitre entier en fait de ce document à ces questions de données dites indigènes. Alors, en anglais, ça passe mieux. Je trouve que le terme est en français pas très beau, ou je ne sais pas s'il reflète véritablement ce qu'il veut dire en anglais, mais je n'ai pas trouvé mieux. Alors, je vais prolonger ma question en réalité parce que le doute persiste mais se déplace au regard des explications qui viennent d'être données. Donc l'idée est de garantir des droits pour les personnes qui sont concernées, enfin qui sont à l'origine de ces données indigènes. Donc la traduction en effet Oui, je est un pense peu que la traduction n'est pas bonne. indigenous, c'est un peu différent en anglais. Exactement. Mais ce que je voudrais voir explicité, parce que je ne suis pas certaine de comprendre, c'est en quoi ces données indigènes sont-elles susceptibles de ne pas être protégées via le régime classique de la protection des données personnelles? Bien parce que souvent dans les pays dans lesquels ces données sont recueillies, il n'y a pas de réglementation pour la protection des données personnelles. Et donc on fait appel au droit international plutôt pour les protéger. D'accord, donc c'est l'absence de protection générale des données qui conduit à attirer l'attention spécialement sur ces données indigènes en Alors, soulignant la nécessité de protéger celles-là. C'est ça? Non? alors attention, c'est mon interprétation parce que je me suis fait la même réflexion, alors pas dans le cadre du texte que j'ai présenté aujourd'hui, puisque là c'est vraiment 10 lignes, on va dire très générales, qui ne sont pas, comment dire, c'est pas problématisé si vous voulez sur la question de la protection des données. On dit simplement qu'il faut particulièrement les protéger et surtout ne pas les utiliser à des fins de discrimination et qu'il faut assurer une forme de souveraineté sur ces données. Donc je ne parle pas de ce texte. Mais si je fais référence plus à celui, donc qui au texte des Nations Unies, alors je ne peux pas vous dire où ça en est, hein, je l'avais vu dans sa formule au moment où il était soumis à discussion et où on pouvait faire des commentaires, j'ai moi-même été extrêmement étonnée que je ne sais pas combien d'articles, nous sommes juristes toutes les deux, je ne sais pas combien d'articles sont consacrés à cette question de la protection des données indigènes. Pourquoi c'est arrivé là? Et pourquoi ça va aussi loin? Alors voilà, moi une explication qui est celle que je viens de vous donner, qui est que voilà, la plupart du temps, ces données sont situées dans des États. Alors en fait, il peut y avoir plusieurs configurations. C'est soit des États dans lesquels il n'y a pas de protection des données, soit des États où déjà ces peuples dits indigènes, désolé du terme, sont potentiellement, alors pas discriminés, mais en tout cas se sentent discriminés. Voilà, c'est pas il y a comme ça des choses au Canada par exemple qui se passent, voilà. Bon. Et j'avais fait part moi un peu de mon étonnement dans le groupe de travail dans lequel j'étais concernant ces données pour commenter ce texte, en disant mais je comprends pas toute la place que ça prend en fait. Et j'étais assez d'accord avec ce que vous disiez, c'est que on a déjà des outils de protection des données qui correspondent ou qui seraient en mesure, en tout cas, et le texte qui était en train d'être discuté se rapporte parfaitement en mesure, probablement, de protéger les données, quelle que soit finalement leur origine ou ceux dont elles sont tirées. Donc c'est assez intéressant en fait. D'accord. Alors, dans le prolongement nous sommes entrés dans le sujet par la petite porte via les données indigènes, mais en vous écoutant, je formalisais une remarque que je m'étais faite dans le cadre de la préparation de ce webinaire.
c'est que finalement la place des droits de l'homme dans tous ces questionnements est assez étonnante parce que, alors je livre ma réflexion dans l'état où elle se trouve actuellement et je n'exclus pas du tout qu'elle évolue sur le sujet, mais je suis au terme des présentations qui ont été faites et des documents que l'on peut trouver actuellement sur toutes nos problématiques, je suis frappée de voir que les comités d'éthique mentionnent les droits de l'homme, alors pas de manière surabondante, mais en tout cas ils en font état. Et donc ils n'ignorent pas que les instruments, les outils, les institutions qui protègent les droits de l'homme viennent en appui à leur action. Le dernier appel des comités UNESCO fait mention, par exemple, de la position de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, que je n'ai pas vu très souvent citée par ailleurs. Donc les comités d'éthique mentionnent cette question des droits de l'homme. Et je dirais qu'ils sont, alors ils sont sur une position qui est celle des institutions de protection des droits de l'homme également. Hein. J'ai commencé la présentation de ce webinaire par le rappel de la position du Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui rappelle la nécessité de respecter les droits de l'homme et de protéger les populations vulnérables dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Mais en revanche, je suis frappée de voir que les États n'ont pas de discours sur les droits de l'homme, pour le coup. Et alors, on le voit à travers la manière dont les États ont pu communiquer au début de la crise sanitaire. Par exemple, c'était extrêmement frappant la manière dont le gouvernement, enfin, dont le pouvoir exécutif français utilisait le comité scientifique. C'était de très prise en compte par le bas. Il y avait, on ne justifie pas par le haut, on ne systématisait pas. Donc on était dans la réaction immédiate et assez à courte vue, même si on envisageait peut-être les choses à plus long terme. En tout cas, il n'y avait pas de discours très construit là-dessus. Et en particulier, on communiquait non pas sur une opposition entre ordre public et liberté. On sait qu'en France, on peut porter atteinte aux libertés pour des raisons qui sont liées à l'ordre public, et la salubrité publique en fait partie. Donc on ne raisonnait pas en ces termes-là, on raisonnait en termes d'équilibre entre sécurité sanitaire et préservation de l'économie. C'était vraiment extrêmement frappant. Et l'absence de justification, d'explication sur le terrain des droits de l'homme, on la retrouve dans le fait, par exemple, la France n'a pas du tout essayé de rattacher l'état d'urgence sanitaire au régime dérogatoire qui existe dans les instruments de protection des droits de l'homme et par exemple dans le pacte des Nations Unies sur le droit civil et politique. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Ouais. Écoutez, je pense que je m'étais jamais fait la réflexion en ces termes, mais je pense que vous avez bien justifié et bien argumenté votre position. En vous écoutant, je me demandais malgré tout si c'était son rôle en fait, si c'était le rôle de l'État de se positionner sur cette thématique, alors que d'autres l'ont fait, parce que par exemple, là je n'ai donné que quelques exemples internationaux, mais en France, on a eu quand même beaucoup de prises de position, que ce soit du Comité consultatif national d'éthique, le Comité consultatif national d'éthique du numérique. On a eu quand même aussi beaucoup de discussions éthiques, et donc je ne pense pas que l'éthique ait été absente du débat. Je pense qu'effectivement, elle n'a pas été portée par l'exécutif, mais est-ce que c'était son rôle et est-ce que c'était ce qu'on attendait de lui ? Je ne sais pas si on peut le lui reprocher en fait. Voilà. Alors, en réalité, ma remarque ne porte pas sur l'éthique, parce que je suis d'accord avec vous pour considérer que. Mais même sur le discours sur les droits de l'homme, même oui. sur le discours sur les droits de l'homme, je pense qu'il y a eu là aussi des prises de position d'organes et de structures qui sont plus historiquement ou de manière au niveau de leur mission, qui sont dédiées en fait à la protection des droits de l'homme.
le défenseur des droits, par exemple. Enfin, il y a eu quand même des choses, il n'y a pas rien eu. Mais je pense que le gouvernement n'était pas en capacité d'élaborer sur ce discours, tout simplement parce que son impératif était ailleurs, en fait, et que d'autres s'en sont saisis. Oui, alors l'argumentation de la position des gouvernements sur le terrain des droits de l'homme, elle était quand même assez simple à élaborer et elle allait à l'appui de l'action. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout envie d'aller sur le terrain, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que pour eux, c'était la solution la plus simple, c'était de ne pas y aller, en fait. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques des personnes qui sont encore présentes et qui s'adresseraient plus spécialement à, à notre dernière interlocutrice, donc à Emmanuel Rial-Sebag, à propos du rôle des comités. Il y a une interrogation qui reste dans ce que vous avez évoqué, c'est la question de l'impact de ces avis sur les prises de décision. Alors, du point de vue de la méthode, ça me semble nécessiter un travail un peu studieux. Il faut faire une thèse. Il faut faire en fait un parallèle systématique a posteriori, qui n'est pas absolument simple à mener, me semble-t-il. C'est excessivement difficile, et ce d'autant plus qu'il y a de très nombreuses années, et on avait expérimenté ça aussi, cette influence, en fait. On avait essayé de mesurer justement dans un projet de recherche que nous avions avec un professeur de droit de la santé, enfin de droit, Jean-René Binet, qui était de mesurer l'impact des avis de comité d'éthique sur la législation. Donc on n'était même pas sur l'idée des politiques publiques, on était vraiment voilà. Donc on avait élaboré toute une grille, toute une méthodologie, et c'est vrai que c'est pas simple, mais je pense que la question est très intéressante en tout cas. Oui, j'aurais bien aimé avoir un étudiant pour faire ça. Voilà. Ça fait partie des choses que j'ai bien envie de faire, parce que surtout on a le matériau, en fait. On a beaucoup investi dans l'élaboration de cette veille, et le matériel est extrêmement riche. Il faut trouver des façons de l'exploiter, et ça serait une. Voilà. Mais c'est pas simple, je suis d'accord. Alors, il y a justement une question de Geneviève Marignac sur la plateforme. Elle demande s'il est possible d'avoir le lien vers la plateforme. Oui, alors je peux le faire, je ne sais pas comment, parce que là, je n'ai pas mon ordi, mais je peux vous l'envoyer. Oui, d'accord. Donc, on peut faire suivre avec par votre mail. Donc, oui. C'est possible de parler un petit peu de cette plateforme, d'avoir quelques indications Oui, alors en fait, la veille, elle a été élaborée de manière conjointe avec deux structures, en fait, que je coordonne. Donc il y a cette plateforme éthique et biosciences, et puis une chaire UNESCO que je porte qui s'appelle éthique, sciences et société. Donc on a essayé de faire un travail un peu commun. Donc la plateforme, c'est une infrastructure, en fait, une structure qui est adossée à l'équipe de recherche que je dirige, qui s'appelle Bioéthique, donc au sein du CERPOP. Et donc cette plateforme, elle vise à promouvoir, on peut dire, l'éthique dans le domaine large des biosciences, c'est-à-dire pas uniquement la santé et pas uniquement l'humain. Ça, c'est plutôt la tâche de l'équipe de recherche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette plateforme? On organise des enseignements, on a une activité de formation d'étudiants et de professionnels. On a une activité aussi de promotion de la recherche et des résultats de la recherche à travers des ateliers annuels que nous organisons, donc sous la forme de 3 demi-journées par an. Et d'ailleurs, nous avons notre deuxième volet de notre atelier chercheur qui s'intéresse à la question des big data dans le domaine des biosciences, qui se fait demain après-midi. Donc ça, c'est ouvert à tous. Donc ça, c'est plutôt de la valorisation, on va dire, et de la mise en commun.
Et puis ensuite, on a une activité qui est vraiment une activité de plateforme, qui est de l'ordre de la prestation. Donc ça peut prendre deux formes. Soit on participe à des programmes de recherche, donc on accompagne des projets de recherche pour tout un tas d'activités, monter des procédures éthiques dans les projets, monter des outils de coopération et de collaboration entre les différents partenaires. Donc voilà, donc ça prend cette forme. Et puis ça peut être aussi des prestations ponctuelles sur des questions particulières, des sujets, etc. Et donc on a un site web qui est assez vivant, sur lequel on relaye tout un tas d'informations. On a une rubrique news qui est très active en fait, où on relaye tout un tas d'initiatives, des nouveaux articles, des nouvelles, promouvoir aussi des événements scientifiques. Et on a une activité de recherche propre aussi, qui passe par l'encadrement d'étudiants, et on a donc sur notre site, et donc par exemple la veille fait partie des outils que l'on promeut au titre de notre activité de recherche, et ça figure, tout est ouvert et tout est en libre accès sur notre site internet. D'accord, donc total libre accès. D'accord. Voilà, total libre accès. Alors, je ne sais pas s'il y a, si quelqu'un veut intervenir, s'il y a une dernière question ou remarque d'ailleurs concernant les interventions. Alors, je crois que Didier Houssin est en train de partir, donc il s'est excusé. Il reste deux intervenants. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Bon, on arrive de toute façon à la fin de ce webinaire. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier très sincèrement pour la qualité des interventions et donc on a eu un tour d'horizon extrêmement intéressant qui nous a mené de l'Organisation des Nations Unies à l'Union africaine en passant par l'UNESCO et autres. Je voudrais simplement attirer l'attention des personnes encore présentes sur le fait que ce webinaire est un webinaire parmi plusieurs. Donc, il y a le cycle continue. Et vous donc signaler que le prochain webinaire portera sur le thème philosophie du risque et stratégie d'anticipation. Il sera coordonné par Amélie Petit et il se tiendra le 17 mars 2021, donc dans 15 jours. Alors, vous disposez toujours du programme avec les liens de connexion, donc je vous invite à rejoindre ce webinaire par cette voie. Et bien évidemment, pour tout ce qui est des webinaires qui se sont déjà tenus, vous avez la possibilité de les visionner puisque nous les mettons en ligne une fois que le webinaire est terminé. Donc il reste un certain nombre de thèmes qui seront encore à aborder dans les semaines qui viennent. Je voulais vous remercier donc donc nous allons clore ce webinaire sauf à ce qu'il y ait une dernière remarque qui puisse être apportée par un de nos intervenants ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez avoir le mot de la fin. Emmanuel ou Sidi Alpha. Non. Bon. C'est juste alors, pour vous remercier. Non, merci. D'accord. Merci pour l'invitation. D'accord. Merci. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Nous allons clore ce webinaire. Merci. Merci. Au revoir.